Bonsoir, le chef du gouvernement chez le chef de file de l'opposition. Les deux hommes se connaissent et se rencontrent pour la première fois depuis la nomination de Kassory comme Premier ministre. De quoi ont-ils parlé? Les détails dans un instant. Nous irons à Siguirin. Là-bas, la parole politique se crédibilise. Les travaux de bitumage de 20 km sont lancés dans la ville. Une promesse du chef de l'État, elle est tenue et sur place, ça jubile. Et puis on va aussi parler de météo pendant que les grandes pluies se font attendre. Il fait chaud à Conakry et un peu partout dans le pays. Pourquoi cette grosse chaleur? Notre équipe est allée chercher les réponses. Vous entendrez un spécialiste sur la question. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Pour commencer, je vous amène en Arabie Saoudite où se trouve le chef de l'État. Le président Alpha Condé va effectuer la Umrah, le petit pèlerinage pour le musulman. L'occasion pour le professeur Alpha Condé d'échanger avec le prince saoudien sur des questions de développement. Sanassi Keita. Nous sommes à Médine, la deuxième ville sainte de l'islam après la Mecque. Bien que cette ville ne soit pas un passage obligatoire du Hajj, de nombreux fidèles musulmans venant de la Mecque viennent se recueillir comme beaucoup d'autres fidèles durant toute l'année sur le tombeau du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Ce lundi 4 juin 2018, le président de la République de Guinée arrive donc à l'aéroport royal de cette ville sainte du royaume de l'Arabie Saoudite. Aéroport où plusieurs personnalités saoudiennes se sont fortement mobilisées pour réserver un accueil chaleureux au professeur Alpha Condé. Au salon d'honneur de cet aéroport royal, le chef de l'État guinéen échange avec le prince Faisal bin Salman sur les attentes de cette visite. Une visite consacrée à la Umrah, le petit pèlerinage et aux nombreux entretiens du professeur Alpha Condé avec plusieurs personnalités telles que le président de la BID, Banque islamique de développement, et le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz. Ici, le prince Faisal a rassuré de son soutien sans détour et de celui de son père, au professeur Alpha Condé, par rapport aux nombreux efforts de développement engagés en Guinée pour le bien-être de l'ensemble des Guinéens. Dans cette ville sainte de Médine, le président de la République, professeur Alpha Condé, visitera le mausolée du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, ainsi que plusieurs autres sites qui ont marqué l'histoire de Médine. Retour à Conakry, ce qui concentre l'actualité. Kassory et Selou se rencontrent pour la première fois depuis l'arrivée d'Ibrahima Kassory à la primature en qualité de chef du gouvernement. Un tête-à-tête au cours duquel les deux hommes manifestent leur volonté de promouvoir la paix dans le pays. Et ce n'est pas tout. Que se sont-ils aussi dit? Regardons ce compte-rendu de Kabassouma Adi Kamara. L'émergence d'une nation passe nécessairement par la construction et la préservation de la paix, condition sine qua non pour un développement harmonieux. C'est la vision du Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, en initiant cette visite chez les acteurs politiques du pays. Ce matin, il est venu au domicile du chef de file de l'opposition, El Hadji Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG. Après un bref aperçu sur les différents accords politiques, l'assainissement du fichier électoral, la restauration de la confiance et autres contentieux électoraux, le leader politique, Cellou Dalein Diallo, a réitéré son engagement à promouvoir le dialogue social dans le respect des textes. Nous sommes entretenus autour des questions d'actualité. Il nous a fait part de sa volonté de promouvoir un dialogue de bonne foi et de contribuer ainsi à la préservation, à la restauration de la confiance et à la préservation de la paix. Nous avons marqué notre accord de collaborer à un tel projet. La promotion d'une démocratie apaisée, la protection des droits humains et des libertés fondamentales constituent les valeurs pour lesquelles nous nous battons. Si du côté du gouvernement, le tout nouveau Premier ministre que nous connaissons parfaitement s'engage résolument dans cette voie, il
il ne trouvera au sein de l'opposition que des partenaires loyaux et engagés à conduire une telle politique dans notre pays. Comme il avait tenu à identifier les sources des conflits ou des divergences au sein de la classe politique, Dr Ibrahima Kassory Fofana a demandé humblement à ce que cessent les manifestations des rues et les ressentiments au sein de la population. Pour lui, nous devons tous travailler ensemble à la promotion du dialogue social pour garantir la stabilité politique et économique de la Guinée. Constitutionnellement, le Premier ministre que je suis, il est de mon devoir constitutionnel de promouvoir ce dialogue, le dialogue social, de manière à garantir la paix sociale, à garantir la cohésion sociale, la cohésion politique, même entre adversaires, il y a un minimum de courtoisie qui devrait permettre d'entretenir des relations conduisant à la paix sociale dans ce pays. Ici, l'atmosphère était détendue, comme pour dire que les messages transmis par les deux personnalités devraient faire boule de neige tout en rassurant les Guinéens quant à la quiétude sociale dans le pays. Allons à Sigiri. La ville change de visage avec le bitumage de 20 km de route. Une promesse tenue du président Alpha Condé. Et sur place, les citoyens manifestent leur joie. Témoignage dans ce reportage de nos envoyés spéciaux à Sigiri, Mohamed Lamine Camara, Ansoumane Toumani Camara. C'est en janvier dernier, lors de la célébration en différé de l'an 59 de la Guinée, que le chef de l'État a donné l'assurance aux populations de Sigiri de la relance des travaux de bitumage de la voirie urbaine. Et aujourd'hui, cette promesse se matérialise. Les travaux de bitumage de plus de 20 km sont relancés dans la commune urbaine. On commençait le travail de bitumage et comme ça, la mission de contrôle est avec nous. On travaille avec la bonne qualité, tout ça va marcher et ça va aller le meilleur possible. Avec ses 75 km de voirie urbaine, Sigiri était l'une des villes du pays les plus poussiéreuses. Les travaux en cours, une fois terminés, Sigiri présentera un nouveau visage. En plus de 20 km et demi de bitumage, 45 autres kilomètres seront bientôt en chantier pour le pavage. La population de cette commune est très satisfaite de voir aujourd'hui la réalisation parfaite de ces travaux à travers les machines que vous voyez sur le terrain et le bitumage qui a commencé parfaitement. Nous nous réjouissons très sincèrement de ces travaux qui se passent aujourd'hui dans notre ville. J'ai vu le professeur lors de la journée de l'agriculture à Zéro-Corée, je l'ai vu tout en blanc. Pourquoi? Parce que les rues de Zéro-Corée sont goudronnées. Et nous lui promettons qu'il viendra à Syrie en 2019 et il portera du blanc. À part les artères de la voirie urbaine, les travaux de bitumage de la route historique Sigirimville-Bouré-Kintia sont en cours. Des projets routiers initiés par le chef de l'État dans le cadre de son vaste programme d'amélioration des conditions de mobilité des populations en Guinée. Pendant ce temps, Kindia abrite un séminaire de formation des procureurs et inspecteurs des services judiciaires du pays. La rencontre est essentiellement consacrée aux techniques de contrôle et d'inspection de la chaîne pénale, une initiative du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui souhaite améliorer les connaissances de ces acteurs sur le cadre juridique et réglementaire régissant leur travail. Abdoulaye Diallo. La lutte contre l'impunité liée au cas de violation des droits de l'homme apparaît comme l'un des défis majeurs qui s'impose à la justice guinéenne. Dans cette bataille, des acteurs judiciaires venus de Conakry et les régions du pays échangent sur les techniques de contrôle et d'inspection des services de la chaîne pénale, un maillon indispensable pour la réforme du secteur de sécurité et de justice. Cette formation va nous permettre de rendre la justice de la façon la meilleure. C'est-à-dire que nous pouvons obtenir une bonne administration de la justice quand le contrôle se fait. Parce que quand les gens savent qu'ils ne sont pas redevables, quand les gens savent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et qu'il n'y a rien après, ils peuvent se permettre du n'importe quoi.
Par contre, si le mécanisme du contrôle est en place, chacun va chercher à se conformer à la loi, chacun va essayer de respecter le plus les droits humains au mieux d'une bonne administration de la justice guinéenne. L'organisation de ces journées d'échange à Kindia constitue pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme un moyen privilégié pour favoriser la protection des droits humains et la consolidation de la paix en Guinée. Depuis la réforme des codes et lois, la carte judiciaire a changé. Et aujourd'hui, c'est le moment de mettre en place tous les acteurs clés de cette chaîne pénale, de pouvoir renforcer leurs capacités sur les mécanismes de contrôle efficace des services judiciaires. Si hier, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de vindictes populaires parce que les gens, la population commençait à perdre confiance en la justice. Donc il faut renforcer ce contrôle pour permettre notamment à chaque instance de justice de jouer son rôle. Pendant 4 jours, ces acteurs judiciaires vont se familiariser avec le contenu du cadre juridique des activités de contrôle et d'inspection. Un atout pour améliorer leur connaissance sur la nouvelle législation pénale guinéenne et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme. Et puis dans l'actualité nationale, en bref et en images, le ministre de l'Information et de la Communication à la RTG Koloma, Amara Somparé, a rencontré ce lundi les responsables et travailleurs de la radio et de la télévision nationale. L'occasion pour le ministre d'échanger directement avec le personnel pour comprendre leurs priorités. Une rencontre de 2 heures environ sur laquelle nous reviendrons en détail dans nos prochaines éditions d'information avec Mamadou Saluba. Le 5 juin de chaque année est consacré à la Journée internationale de l'environnement. Dans le monde, on annonce un combat contre la pollution plastique. C'est le thème de l'année pour attirer l'attention du public sur une préoccupation environnementale particulièrement d'actualité. Mamadou Alphaba Baldé, nous en dit plus. Tous les ans, la Guinée produit environ 485 000 tonnes de déchets plastiques. Une bonne partie finit en mer, un véritable problème de salubrité et de santé publique. Les déchets plastiques appauvrissent les terres, polluent l'environnement et sont à l'origine de nombreux dégâts écologiques. Ils constituent 10% des déchets produits. La mort d'1 million d'oiseaux de mer dans le monde est imputée aux déchets plastiques. Sur l'ensemble du territoire national, selon une étude réalisée en 2017, la quantité de déchets plastiques produite est de 0,603 kg par jour et par habitant. C'est dire que la gestion durable des déchets plastiques constitue un des problèmes importants pour la préservation de la qualité de l'environnement et la santé des populations et des animaux. Pour mieux contrôler l'envahissement des plastiques, le recyclage et la régulation de leur utilisation sont envisagés. Contrôler l'importation, la production, la distribution, l'utilisation, l'abandon, le ramassage, la collecte et la valorisation des déchets plastiques en Guinée. D'abord, nous entendons développer un partenariat fructueux et consistant avec l'ensemble des opérateurs industriels dont les activités s'intéressent également à la collecte et la valorisation des déchets plastiques en ustensiles de cuisine et pots de fleurs. La Journée internationale de l'environnement a été instituée par les Nations Unies depuis 1972. Cette année, le thème retenu est combattre la pollution plastique. Le ministère de l'Environnement appelle à la mobilisation de tous pour freiner le phénomène. C'est un phénomène inquiétant. Grosse chaleur à Conakry et c'est le cas dans plusieurs villes du pays qui entrent pourtant en plein pied dans la saison pluvieuse. Les pluies se font quasiment attendre alors qu'il y a une dizaine d'années, les premières grandes pluies arrivaient entre mai et juin selon les régions. Aujourd'hui, tout a changé. Qu'est-ce qui explique cette situation? Élément de réponse dans ce reportage de Valérie Talimane. Habituellement, les premières pluies tombent sur Conakry dès la deuxième quinzaine du mois d'avril. Cette année, les pluies se font rares. Pourtant, nous sommes au mois de juin.
À la place des précipitations, une chaleur moite est ressentie la journée et une bonne partie de la nuit. Nous sommes dans une période où les changements climatiques interviennent et pèsent sur l'ensemble de nos activités. Les différents rapports produits par le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat montrent que nous sommes dans une période effectivement chaude et les 3 dernières années ont été confirmées comme étant les plus chaudes depuis plusieurs décennies. Ça, c'est indéniable. Une variation du climat qui laisse des interrogations chez les citoyens rencontrés dans les rues de la capitale. À chaque année, chaque jour, à chaque moment, le déboisement est fait ici parce que même dans la capitale ici, les foyers utilisent les charbons de bois pour préparer. Donc, et ces charbons-là ne proviennent nulle part que dans la brousse. Donc moi, je peux directement rattacher à ce réchauffement-là au déboisement. Moi, je me demande peut-être c'est la disparition de la forêt. Parce que maintenant, là, il y a des constructions un peu partout anarchiques. Donc, on ne sait même pas où planter les arbres ou les enlever. Vraiment, ça ne va pas. Il faut que les Conakrykas changent d'habitude pour que l'ancienne fleur de Conakry revienne. Une hypothèse partagée par les responsables de la météorologie. Les explications données par la Direction nationale de la météo sont centrées sur le changement climatique. Toutes les projections montrent que nous assistons à une élévation grandissante des températures, à une élévation de la température. Donc quand bien sûr, il parle en profane, mais il se réfère à des périodes quand même qui montrent qu'effectivement, il y a de la chaleur, il y a un accroissement de la température de la surface de la planète. La chaleur est un produit de l'évaporation. Elle est emmagasinée dans la vapeur d'eau qui se dégage et forme les nuages. Pour pallier le dérèglement climatique, des voies fusent de partout pour encourager le reboisement des zones désertes afin de redorer le potentiel forestier de la Guinée. On va parler d'un autre phénomène courant à Conakry. Après les premières pluies, certaines routes sont parfois impraticables. En cause, l'entassement d'ordures ménagères le plus souvent sur les grands axes routiers, sans compter les dégâts que ces pluies entraînent. Plusieurs ménages payent les frais de nos actions quotidiennes. Notre rédaction s'est intéressée à ce sujet pour interpeller chaque citoyen sur son rôle dans le programme d'assainissement de la ville. C'est un commentaire signé Thiernos Mandialo. Les bulldozers du génie militaire rentrent une nouvelle fois en action pour débarrasser cette partie de la Cité de l'Air après la première pluie torrentielle à Conakry le week-end dernier. L'image vient rappeler l'urgence de curer les canalisations d'eau bouchées d'immondices. À l'autre bout de ce caniveau, impossible pour l'eau de se frayer un passage et poursuivre son chemin. Conséquence, les riverains sont surpris à leur réveil avec des concessions transformées en lacs pollués. Si le déversement des ordures dans les caniveaux est ici pointé du doigt, un autre facteur est à déplorer. Les constructions anarchiques, à l'instar de cet immeuble construit sur un pan de la voie d'évacuation des eaux. Certaines maisons ont commencé à payer les frais. Aucune perte en vie n'a été déplorée, mais durant de longues heures, la circulation est restée paralysée à ce niveau. Les citoyens sont interpellés à davantage faire preuve de civisme en ne faisant pas des caniveaux, des dépotoirs d'ordures et à faire preuve de responsabilité en évitant les constructions anarchiques qui touchent les voies de circulation des eaux de pluie dans ce pays à forte pluviométrie. De l'autre côté, les responsables locaux devraient jouer leur partition en identifiant les sites de dépôt d'ordures et développer une politique efficace de collecte et de transport. Un autre défi à relever pour les ministères en charge de l'environnement, des travaux publics, de l'administration du territoire et de la citoyenneté. Message transmis. À 10 jours de la fin du Ramadan, l'affluence dans les mosquées se maintient et partout la lecture du Saint-Coran résonne. Un exercice de haute portée religieuse pour le musulman, comme le montre ce reportage d'Abdoulaziz Baldé.
C'est un fait visible dans la plupart des mosquées de la capitale en ce mois de Ramadan. La lecture du Saint-Coran est devenue aujourd'hui le quotidien de nombreux fidèles. Autour de ces lecteurs, des fidèles accrochés. À l'aide de son smartphone, Al-Gassimou Diallo, 17 ans, lit et interprète tous les jours les versets sacrés. Une occasion pour lui et tous les autres de se rapprocher davantage du Créateur. Je veux mieux apprendre la religion, comprendre ce qui est écrit dans le livre du Saint-Coran. Il rapporte des choses qui ont été aussi rapportées par le messager de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi je trouve que c'est intéressant. Je viens ici, en même temps je suis ce qu'ils lisent et j'écoute aussi. Même je lis à travers ma tablette, puisque de nos jours, presque on n'a plus besoin de se balader avec le Saint-Coran. On peut tout faire dans le téléphone. Comme Al-Gassimou, nombreux sont les fidèles qui consacrent quelques instants de leur journée à la lecture du Saint-Coran. Avec cette lecture et les commentaires qui suivent, ils approfondissent leurs connaissances religieuses. Le Coran est notre guide. Tout musulman qui s'adonne à le lire ou à l'écouter aura une forte récompense à l'au-delà. Guide sacré, le Coran recèle tout ce dont le croyant a besoin pour mener à bien sa religion. Sa lecture est un élément de fortification à la foi du musulman. Et puis ce Ramadan est l'occasion de redécouvrir la bravoure de la femme. Notre rédaction s'est intéressée à la vie des femmes fonctionnaires pour comprendre comment elles vivent ce mois de pénitence. Est-ce facile de s'occuper de tout? Famille, boulot, cuisine, une rude épreuve que plusieurs arrivent à surmonter. C'est le cas d'une jeune dame que Fatoumata Batouli a rencontrée. Ces images sont commentées par Mohamed Seyar Souma. En ce mois saint de Ramadan, les femmes fonctionnaires sont partagées entre le travail administratif et les contraintes du ménage. C'est le cas de Fatoumata Binta Diallo. Après avoir longtemps cédé la cuisine à une femme ménagère, elle reprend les commandes. Ce qui me pousse à prendre ce mois en charge, c'est-à-dire m'impliquer réellement dans la cuisine de ce mois, c'est parce que c'est un mois béni, un mois de partage, un mois d'amour, un mois de piété, un mois de paix, un mois où toute femme doit profiter pour se faire des bonifications en matière de bénédiction. Pratiquement, je quitte le travail à 14 h. Après la prière de 14 h, je me rends au marché. Du marché, je vais à l'école de mes enfants, je les cherche et de là, je viens directement à la maison. De là, j'entame ma cuisine. Pour elle, préparer pendant ce mois saint est une tradition des plus nobles. Je me suis engagée ce mois-ci, qui est un mois spécial parmi beaucoup de mois, pour que j'accumule des bénédictions, pour me rapprocher de ma famille, pour me rapprocher davantage de mon mari. En ce mois béni, Fatoumata Binta Diallo, mère de 5 enfants, entend partager des moments agréables avec sa famille, toute chose qui renforce les liens entre les parents et leurs enfants. On termine avec cet hommage de la nation rendu à Ben Issa Yassine Diallo, décédé récemment à Genève en Suisse. Cet ancien diplomate et passionné de littérature repose désormais au cimetière Cameroun. Son parcours avec Marie-Angélique Bangoura. Il a passé une partie de sa vie dans la diplomatie et à 79 ans, professeur Ben Issa Yassine Diallo revient au pays dans un cortège funèbre après avoir fait le tour du monde. Ce matin, les honneurs et les mots d'affection ne manquent pas à l'endroit de Ben Issa. Accompagné d'une délégation, le Premier ministre chef du gouvernement est venu présenter les condoléances du président de la République à sa famille. Je me souviens qu'avec lui, quand la Guinée a été agressée en 2000, il fallait chercher les moyens de défendre diplomatiquement et stratégiquement notre pays. Le président Conté, j'étais alors simple chef de cabinet du ministre de l'Intérieur, rapporteur du Conseil de défense et de sécurité, a demandé à M. Issa Diallo de nous aider auprès du gouvernement américain. Il a négocié pour que la Guinée ait un appui américain conséquent et en information, et en équipement, et en financement, pour que le pays puisse se défaire des hordes de rebelles qui avaient transféré la guerre civile en cours en Sierra Leone et au Libéria sur le territoire guinéen. Il est parti au nom de la Guinée à la Maison Blanche
il a négocié un programme assez complexe qui allait de l'appui budgétaire à l'équipement des forces armées, à la constitution d'un régiment spécialisé de rangers et aussi à l'équipement en moyens de communication de toutes les frontières sensibles de notre pays. Il a fait cela en tant que Guinéen, sans titre et sans moyens. Ben Issa a débuté sa carrière au ministère des Affaires étrangères. Sa carrière la plus marquante demeure ses 14 ans passés au système des Nations Unies. Là, il brigua beaucoup de postes de responsabilité. Entre autres, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU Kofi Annan en Angola. Ici, au Palais du Peuple, les chefs diplomatiques et consulaires, le représentant du système des Nations Unies, le ministère des Affaires étrangères et ses collaborateurs lui rendent un dernier hommage. La disparition de M. Diallo a eu une résonance particulière pour le département des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, qui perd un éminent ancien diplomate qui a fortement contribué à asseoir et renforcer le prestige de notre pays sur la scène internationale. Les actions qu'il a menées aux nombreux et importants postes de responsabilité au sein du système des Nations Unies l'ont définitivement érigé au rang de ces grandes figures africaines dont nous devons être fiers. Pendant plusieurs années, le diplomate guinéen a marqué les esprits de ses compatriotes, de ses amis, mais aussi de sa famille. Son unique fille, Yasmine Balou Diallo, garde de lui le souvenir d'un père modèle. Il était toujours en train de faire ses blagues avec la bonne humeur, jusqu'à ces derniers jours. Et j'ai tout abandonné parce qu'il le méritait. Il m'a toujours encouragée. J'habitais avec lui après mes études. Il m'a donné tellement de support, je n'arrive même pas à exprimer. Et c'était un homme très généreux, très humble, très humble. Sa sagesse et son rire me manquera le plus. Parallèlement à sa passion de diplomate, professeur Ben Issa Yassine Diallo s'était aussi lancé dans la littérature. Il est auteur de plusieurs ouvrages et articles, parmi lesquels Négociations internationales. Des ouvrages qui traitent de la paix, de la prévention des conflits en Afrique. Un accent particulier est mis sur le cas de la Guinée. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci à nos téléspectateurs de Bokeh, Koundara, Kankalade et Beila. Demain à 13h, vous serez avec Hassan Ilal Silla. Je vous retrouve à 21h dans Guinée Info. Bonsoir. Un des quartiers de la banlieue de Conakry. Sous nos yeux, une vaste opération de transformation du fonio se réalise. Environ 300 tonnes, la céréale a été achetée par le chef de l'État dans les mains des commerçantes qui tentaient de l'expédier frauduleusement vers l'extérieur il y a quelques mois.